Bonjour Sylvie. Bonjour Brigitte, bonjour Jean-Charles et bonjour Brigitte. Voilà, c'est un sujet qui me parle beaucoup parce que des violences invisibles, j'en ai vécu, je pense, depuis que je suis née. Et je pense que j'ai continué à en vivre dans ma vie maritale parce que justement, j'avais vécu ça toute mon enfance. Oui. Voilà. Il y a des chances, malheureusement, oui. Oui, voilà, certainement. Et elles sont d'autant plus violentes qu'elles sont invisibles, évidemment, et qu'elles sont insidieuses. Et que ça a bouleversé ma vie au point de ne plus avoir aucune confiance en moi, de n'avoir plus aucune estime, et c'était d'autant plus facile à ce moment-là d'interférer, évidemment, et puis de me faire croire en permanence que c'était moi la coupable, que c'était de ma faute, que j'étais pas assez ci, que j'étais pas assez ça. Et ce qui est terrible, c'est qu'on finit par croire tout ça. Et je comprends maintenant avec le recul, puisque ça fait 15 ans que je suis sortie de ça, mais sur le moment, j'étais malgré ma révolte, parce que je me révoltais, parce que je sentais que c'était pas normal, que je vivais des choses il arrivait à me faire croire que c'était de ma faute. C'était terrifiant, terrifiant. Mais vous avez donc eu, j'imagine, des parents déjà oui. qui ne vous ont pas respecté, qui ne vous ont pas donné confiance en vous, c'est ça hein? Totalement, bien sûr. J'avais un papa, je me souviens très bien d'une anecdote qui m'a traumatisée, je pense. J'étais à l'école primaire, donc c'est cours moyen en campagne, dans une petite école. Et une fois ou deux fois par an, il y avait des lotos. Mes parents ne voulaient pas y aller, donc c'était des voisins qui m'emmenaient. Et donc on se donnait rendez-vous en haut de mon chemin, on habitait près de campagne. Et il est venu, je montais le chemin pour aller vers ces gens qui devaient passer. Il est passé à côté de moi, il m'a dit « Tu n'es qu'une putain ». Quelle horreur. Voilà, et j'ai pas compris moi, sincèrement. En plus, on est dans l'ignorance de plein de choses, et moi j'ai pas compris. Mais il y avait une telle violence dans ses mots, dans son regard, dans sa manière d'être que je me liquéfiais. Et en fait, ça m'a suivi tout au long de ma vie. À chaque fois que j'ai reçu des violences de ce style-là, même si elles n'étaient pas formulées comme ça et qu'elles étaient complètement insidieuses, justement, je me liquéfiais. Et c'est comme ça que je les reconnaissais. J'avais une réaction physique qui était énorme. J'avais l'impression. Mais même, vous voyez, si vous n'avez pas compris au sens réel du terme, quand votre père vous dit « Tu n'es qu'une putain », d'une certaine manière, vous avez entendu cette violence et elle vous a fait mal. Et là, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que cet homme, il a certainement une haine des femmes. Alors, il faudrait connaître son histoire pour comprendre pourquoi il traite sa fille jeune, en plus, de putain. Enfin, mais vous l'avez ressenti, cette insulte. Mais bien sûr, et puis mon cœur a parlé, parce qu'à partir de, quelques années après, j'ai fait une anorexie mentale, j'ai été très très mal, et j'ai rencontré le compagnon de ma vie, en fait, qui était un ami d'enfance et que je retrouvais à ce moment-là, en pleine anorexie mentale. Et je crois que ça a été la faille qu'il a vue immédiatement, et il s'est dit que c'était du tout cuit avec moi, quoi. Et ça a été du tout cuit, on peut le dire. Mais Jean-Charles Bouchou, on repère, enfin en tout cas moi c'est ce que j'entends depuis 20 ans que je fais cette émission, on repère bien que ce sont souvent des personnes qui ont eu des enfances un peu maltraitées ou en tout cas difficiles, qui tombent ensuite avec des partenaires pervers. Hein. Oui, parce qu'il y a un phénomène de répétition. C'est-à-dire qu'on pourrait penser que l'organisme demande à ce qu'on fasse une thérapie. Alors moi je dis thérapie parce que je suis thérapeute, d'autres peuvent en train de mettre un autre mot à la place. J'ai cet exemple récemment, un jeune homme vient me voir et il me dit « J'étais avec une femme dont je n'étais pas amoureux. Donc au bout d'un moment, j'ai souhaité qu'on arrête la relation. » Et au moment où on s'est quitté, il me dit « Je suis rentré dans une souffrance que je ne comprends pas. » Et il vivait une souffrance terrible. Alors on s'est interrogé, qu'est-ce qu'il y a dans son histoire qui a pu se passer, qu'est-ce qui a été réveillé. Et il s'est avéré que lorsqu'il avait 1 an, sa maman était tombée malade, elle portait un virus, donc on l'a éloigné de sa mère. Et à ce moment-là, il s'est senti abandonné. Le petit enfant d'1 an a subi un traumatisme. Mais comment un enfant d'1 an pourrait demander à faire une thérapie ? Ça paraît pas possible. Eh bien, l'organisme garde la trace du traumatisme et répète dans la vie d'adulte des scènes qui ressemblent, de façon, ça c'est mon interprétation, à ce que la personne aille faire une thérapie et travaille sur la blessure du petit enfant. C'est-à-dire qu'un petit enfant d'1 an peut demander à faire une psychanalyse, sauf que
pour pouvoir le demander. Il va se débrouiller pour répéter une scène assez identique 20 ans plus tard ou 30 ans plus tard. C'est ce que, quand Jung dit ce qui n'a pas été réglé nous revient en destin. Oui, c'est ça. C'est la répétition. Et donc, Sylvie, ce que vous avez vécu auprès de votre père, que vous n'avez pas abréagi, c'est-à-dire que vous n'avez pas réussi à dire la souffrance, voilà, la souffrance que vous avez vécue, vous allez le revivre avec quelqu'un d'autre en espérant inconsciemment, cette fois-ci, pouvoir le traiter. Le problème, c'est que quand on est avec quelqu'un de pervers narcissique qui ressemble, en l'occurrence à notre père, on régresse à un niveau infantile et bien souvent, à celui-là, on ne lui dit pas ce qu'on devrait lui dire. Donc, vous avez des personnes comme ça qui répètent une fois, deux fois, trois fois, 10 fois la même chose. Moi, et c'est formidable que vous puissiez nous appeler aujourd'hui, de dire, effectivement, votre père, il s'est trompé. Votre père a mal agi, il a tort. Vous n'êtes pas une prostituée. Et en plus, c'est une identification projective, c'est-à-dire, il vous le dit à vous, mais ça n'est pas de vous qu'il parle. C'est ça qu'il faut bien entendre, et c'est très très difficile à entendre. C'est que dans une relation avec quelqu'un qui est pervers, nous ne faisons pas partie de l'équation. Ce n'est pas de vous qu'il parle lorsqu'il dit tu es une putain. Non, par contre, c'est moi qui ai souffert d'attouchement. Mais bien sûr. De toutes ces choses-là. Bien sûr, mais comprendre que vous n'êtes pas vous êtes un objet dans lequel on se décharge, certes, mais vous n'êtes pas sujet dans cette histoire. Voilà, aujourd'hui, tout ce que je vous souhaite, c'est de pouvoir arriver à dire votre souffrance et enfin vous inscrire dans une histoire où vous serez sujet. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur la personne qui fait l'amour, qui ensuite ouvre son téléphone. C'est-à-dire qu'il a pris son partenaire pour un objet. Et c'est ça, c'est une autre forme de violence. C'est-à-dire, je me suis servi de toi, maintenant tu n'existes plus, je n'ai plus besoin de toi. Vous voyez ce qui se passe ? Oui, mais tout à fait. Mais j'y ai travaillé beaucoup pour pouvoir comprendre ça et surtout pouvoir me relever, parce que ça a été extrêmement difficile. Parce que comme vous disiez tout à l'heure, j'étais dans une souffrance et le jour où ça s'est arrêté, j'ai souffert encore plus. Ça a été horrible. Oui, vous l'avez vécu comme un abandon et peut-être même comme une défaite. Mais tout à fait. Alors qu'en réalité, vous aviez gagné, vous aviez réussi à en sortir. Voilà. Et maintenant, je le sens comme ça, évidemment. Voilà, tout à fait. Mais sur le moment, ça a été le coup de grâce. Et il a fallu qu'il m'arrive un accident gravissime, qui a été un acte manqué certainement, pour que je réalise tout ça et que je commence à vous occuper de vous. Et que vous choisissiez la vie. Tout à fait. C'est ça le point central. Hein. Oui, c'est que ces gens nous entraînent vers la mort. Et à un moment donné, il nous appartient de choisir la vie. C'est ça la répétition, la fin de la répétition. C'est je choisis la vie. Mais il a failli réussir ça. Ouais. Oui, mais c'est peut-être justement en arrivant au bout du bout, c'est-à-dire presque à la mort, qu'à ce moment-là, vous choisissez la vie. C'est exactement ce qui s'est passé. Et moi, je remercie cet accident, malgré les souffrances et malgré ce qui s'est passé après, parce qu'il m'a permis de rebondir et de me sortir de là. Mais ce que vous racontez, c'est malheureusement ce qu'on entend très souvent, hein, c'est quand le corps vraiment nous dit stop. Oui, ça peut être un burn-out aussi. Oui. J'entends beaucoup parler de burn-out aujourd'hui, mais c'est tout simplement l'organisme subit des tensions qui ne sont pas conscientisées, donc forcément on ne fait rien pour les en empêcher. Et à un moment donné, le corps lâche. Le corps-esprit, hein, j'entends. Ah mais moi j'ai brûlé carrément, j'ai un accident domestique, j'ai brûlé vive. Voilà, j'ai été jusque-là et une fois réparée à peu près, j'ai commencé à me dire maintenant stop, quoi, ça suffit, maintenant il va falloir que je me batte pour vivre, et c'est ce que j'ai fait. Je me suis battue pour vivre. Alors ça fait maintenant 15 ans que cette histoire est passée. Je suis seule, hein, parce que j'ai quand même du mal à refaire confiance. Je suis seule, mais je me sens quand même libre. Oui, voilà, libre. C'est ce mot-là. Libre. Ben oui, mais vous avez connu la prison familiale et puis la prison ensuite avec un partenaire, et là vous êtes libre et vous pourrez choisir vos chaînes parce que vous êtes libre. Alors, je ne sais pas si vous retrouverez un compagnon, et c'est votre choix. Mais c'est ce qu'il faut entendre quand on est enfin libre. On peut choisir ses chaînes au sens positif du terme. Tant qu'on n'est pas libre, on les subit. Pourquoi ces chaînes ? C'est un mot péjoratif, non ? Non, c'est joli, une chaîne en or. Oui, d'accord, une gourmette. Vous voyez, c'est dans ce sens. C'est très symbolique le mot chaîne. Vous avez raison, ça pourrait être une chaîne, mais c'est vraiment au sens symbolique. Parce qu'on peut aussi créer on peut aussi être libre, on peut rester libre. Mais absolument. Oui, voilà. C'est ce que j'essaierai de faire en tout cas. Mais on peut être à deux et être libre. Mais ça passe par la capacité à être soi-même libre, à se respecter, à poser ses limites et à les faire respecter par l'autre. Mais qui en général, si lui aussi est respectueux, il n'y a pas de problème.
En fait, c'est exactement ça, le respect de soi. Oui. Mais pendant des années, j'ai essayé de parler, et c'est vrai que je n'étais cru par personne. C'était moi la malade, c'était moi la dépressive. Ah oui, je crois qu'à un moment donné, quand on est dans une relation suffisamment normale, il faut toujours essayer de renouer le dialogue. Mais quand on est dans une relation avec quelqu'un qui est pervers, non. Non, il faut cesser le dialogue. Vous avez perdu d'avance, entre guillemets. Vous n'arriverez pas à le convaincre de quoi que ce soit. Mais on dit que la perversion, c'est quelqu'un qui jouit de faire du mal à l'autre. Je ne sais pas s'il jouissait de ça. Ce que je sais, c'est qu'il voulait être dans le pouvoir, il voulait surtout penser qu'à lui. Mais Sylvie, c'est jouissif le pouvoir, de toute façon, déjà. Oui, c'est ça. Oui. Et puis c'est pas pour autant qu'ils vont le montrer, leur jouissance, mais elle est là. Est-ce que je peux vous raconter une anecdote si qui vous m'a voulez, beaucoup bien sûr, Sylvie. Nous étions en voyage en Thaïlande. Ça a été épouvantable. C'était un voyage que j'en avais prévu depuis longtemps. Et puis le deuxième jour, on va se balader sur un marché et on avait de l'argent liquide. Et donc on s'était partagé ça. Il avait la moitié, moi j'avais la moitié dans une banane. Et puis on rentre à l'hôtel. Il faisait une chaleur épouvantable. Je vais me doucher et je reviens dans la chambre. Enfin, je rentre là où j'avais laissé mes affaires. Et j'ouvre ma banane parce que je voulais prendre mon téléphone. Il n'y avait plus l'argent. Alors là, immédiatement, pareil, liquéfié, je tenais plus debout. Je me dis, bon, c'est pas possible. C'était quand même la somme pour les vacances. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai encore fait? La première des choses, c'est ça que j'ai pensé. C'était de votre faute, oui. Qu'est-ce que j'ai pensé? Mais pourtant, j'ai pas ouvert ma banane. Qu'est-ce que j'ai fait? Et il m'a laissé comme ça une demi-heure. Il a été se doucher et j'ai été fouillée dans ses affaires. Et c'est lui qui avait repris l'argent. Il me disait rien. Il m'a laissé. J'étais de plus en plus mal. Je m'énervais. Oui, vous aviez cru que vous l'aviez perdu. Oui, et il m'a laissé comme ça. Et c'était lui qui avait repris l'argent et qui l'avait remis dans sa valise. Et vous pensez qu'il n'avait pas joui de vous voir mal comme ça? Ah ben j'ai pas compris. Mais par contre, moi, mes 8 jours de vacances ont été complètement gâchés parce que là, il y a plein de choses et j'en ai parlé, mais évidemment immédiatement il montait le ton et puis mais bon voilà, il a repris l'argent parce qu'il en avait besoin pour autre chose mais ça expliquait pas pourquoi il m'avait laissé m'empêtrer dans cette espèce d'angoisse épouvantable pendant une demi-heure quoi. Et oui, mais toutes ces anecdotes, vous avez sans doute encore besoin de les raconter, Sylvie, donc n'hésitez pas. Quand vous dites « je me suis liquéfié », c'est ce qu'on appelle un état de sidération. Et l'état de sidération, il intervient au moment où on n'arrive pas à mettre des mots. C'est-à-dire qu'on ne peut pas élaborer ce qui est en train de se produire. On ne peut pas ni même le penser. Et on rentre effectivement dans cet état de sidération qui nous renvoie au vide des étoiles, sidéré, glacé, glacial, etc. Et oui. C'est ça, hein. C'est terrible. Merci en tout cas Sylvie de votre témoignage. On fait une petite...